Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans notre émission Ma vie en personocratia, la conscience souveraine en action, un autre mot que j'aime bien aussi. Écoutez, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un invité, peut-être un futur animateur, je ne sais pas, en tout cas une quatrième personne. Et avec nous, donc, on a Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour David, bonjour Maud et bonjour Tatiana. Bonjour. Et bien sûr, Tatiana et Maud, fidèles comme pour chaque émission. Je propose simplement, avant de lancer un sujet, que Pascal, tu te présentes en quelques mots. Oui, très bien. Alors, je m'appelle Pascal, donc j'ai 41 ans et on va dire, depuis toujours en recherche de vérité et d'évolution de conscience. Donc, je suis passé par pas mal d'étapes dont je vais sûrement parler un petit peu là. Et puis, j'ai fait aussi de très belles rencontres tout au long de ma vie. Et c'est par l'intermédiaire de Maud, qui fait partie de ces très belles rencontres, que je suis là aujourd'hui. Voilà, je suis papa de 2 enfants de 13 ans et 10 ans. Voilà ce que je peux dire sur moi. Ok, super. De toute façon, bon, on va justement aborder un sujet un petit peu après, où tu auras largement le temps de nous en dire plus. Écoutez, peut-être comme à chaque fois, si l'un d'entre nous a envie de partager quelque chose qui est vivant aujourd'hui ou qui s'est passé dans la semaine depuis la dernière émission, eh bien, c'est le moment. Ah, OK, personne n'a j'y demandé. vais. Je pensais que peut-être Maud va commencer. J'avais une grande semaine cette semaine, mais une grande semaine très belle, très, très bonne. Beaucoup de changements démarrent. J'ai commencé une nouvelle chaîne en français et en espagnol pour séparer les choses. Et aussi hier, après que j'ai travaillé avec Maud, alors je veux la remercier. Parce qu'elle m'aide beaucoup, elle me guide dans les choses techniques, mais pas seulement dans les choses techniques, dans les choses vraiment importantes. Alors, c'est un plaisir de travailler avec elle. Et hier, j'ai travaillé sur mon nouveau site web espagnol. Alors, j'ai eu une grande journée. J'ai accompli, je pense, que la moitié de mon site web dans la journée. Et je ne planifie pas ça. Alors, mon ego est très content aujourd'hui. Bon, c'est tout. Ok, merci. Moi, en fait, j'ai envie de témoigner un petit peu de cette semaine parce que je suis relativement décentré. Ça va un petit peu mieux parce qu'en plus, je vous retrouve, etc. Je me suis j'ai travaillé un peu sur moi aujourd'hui pour cette émission, mais j'ai eu une semaine assez difficile. Et notamment, j'ai eu quelques comportements agressifs envers l'extérieur, c'est-à-dire des gens que je connais pas. Chose qui, c'est pas trop à mon habitude. Et notamment hier, j'ai eu une altercation avec un cycliste qui passait devant la voiture et j'ai failli écraser parce que je l'avais pas vu. Il m'a tutoyé, je me suis énervé, ça a commencé à dégénérer, il est descendu de son vélo, il a couru après la voiture. Et alors, c'est pour aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est que ça m'a vraiment, un petit peu comme traumatisé. Je pense que ça fait 30 ans que j'avais pas vécu une altercation avec une personne extérieure. Puis cette nuit, j'ai repensé à ça, puis vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour créer ça? Et puis il y a un truc qui m'est revenu, la parole qu'a dit ce cycliste quand j'ai failli l'écraser exactement. Il a dit regarde ta route, ce sera mieux. Et comme je sais qu'aujourd'hui, je manifeste quand même en général assez instantanément qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ou ce qui se passe à l'intérieur de moi, je pense qu'effectivement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est le message, ce que j'ai à travailler en ce moment et ça correspond un petit peu à ma réalité, c'est-à-dire de pas trop m'inquiéter des autres et de continuer justement à tracer ma route et de m'affirmer. Donc voilà. Bon, alors après il y a un deuxième sujet, c'est pourquoi justement j'ai cette agressivité. Bon, l'agressivité, c'est quoi? C'est de la colère. Hein. Enfin, pour moi, c'est de l'impuissance en général et un besoin de dominer les autres. Donc, je ramène ça aussi à un besoin de prendre de l'énergie aux autres. Donc, ça me ramène aussi certainement à un déséquilibre émotionnel. Donc, ça, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Peut-être je redirai un mot un petit peu plus tard sur le sujet. Voilà, en tout cas, ce que je voulais témoigner.
Alors, de mon côté, je sens qu'il y a des améliorations, j'en parlais avec Pascal cette semaine, sur le fait d'être moins en rejet systématique de ce qui me dérange. Je sens qu'il y a des attitudes de protection, hein, qui sont en train de lâcher. Et c'est un paradoxe avec tout ce qui se passe, parce qu'avec tout ce qui se passe, on pourrait dire il faut encore plus se protéger. Et au contraire, je trouve qu'il y a plus de sérénité, je me sens plus solide à l'intérieur et j'ai moins de colère et moins cette agressivité qui pourrait ressortir tout le temps si je me sentirais en danger. Et finalement, il y a quelque chose dans l'idée du danger, et surtout avec mon histoire, la peur de l'agression, qui est en train de descendre. Et c'est très agréable. Et les conséquences, c'est que au lieu d'être plutôt, pour ceux qui me connaissent, j'ai un profil plutôt réactif, eh ben, je sens que je retouche plus le centre. Il y a quelque chose qui va plus vers le centre encore. Et ça me fait du bien. Bon, bah, écoute, moi, toi, je suis un petit peu plus agressif cette semaine, toi, tu l'es moins, donc bon, ouais, ça compense. Merci beaucoup. À nous deux, on est en harmonie, on va dire. Voilà, on crée l'équilibre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à partager? Ça va pour l'instant? Ça va. Bah, je propose qu'on attaque directement sur un des sujets, notamment un sujet sur lequel souhaitait s'exprimer Pascal, d'où sa présence. Alors moi, j'appelle un petit peu ce sujet de la compétition à la souveraineté. Bah, je te laisse justement nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et puis comment justement tu es arrivé à cette conscience personocratique, on va dire. Oui, donc je vais commencer rapidement à parler d'où je suis parti en fait. De mon enfance. Bon, j'ai eu une enfance assez classique avec des parents classiques, moutons bien blancs, on va dire, hein, blanc scintillant en fait, blanc immaculé. Avec une maman institutrice que j'ai même eu 3 ans comme institutrice. Voilà, donc c'était pas une position facile à gérer. Et puis des parents très exigeants parce qu'il fallait rentrer dans des cases. Donc il fallait que je sois gentil, poli. D'ailleurs, tout le monde disait que mon frère et moi, on était des exemples de politesse. Donc finalement, il y avait beaucoup de références extérieures. Il y avait voilà, c'était beaucoup l'image qu'on devait dégager. Donc c'était l'exigence des parents. Et en même temps, moi, je connaissais rien d'autre et il fallait être comme ça. Voilà. Donc, quand j'avais un mot plus haut que l'autre, je me faisais très vite rentrer dans les cases pour qu'il n'y ait pas de vague, en fait. Voilà. Et finalement, j'en étais à vouloir absolument faire plaisir aux gens, être parfait. Et dès que je sortais du cadre, que j'étais pas parfait, j'avais l'impression d'être fautif, d'être quelqu'un de mauvais finalement. Je m'identifiais beaucoup à ça. Et donc pourquoi je dis ça? Parce qu'après j'ai découvert la compétition, j'ai découvert le sport aviron, donc l'aviron, à 9 ans. Et là-dedans, je me suis mis à faire directement en fait de la compétition. Dès à 9 ans et demi, j'ai fait ma première compétition. Et j'ai tout de suite accroché et ça m'a vachement plu en fait d'être en recherche de cette performance en fait. Mais ça m'a plu de vouloir gagner par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me dis que bien entendu, j'ai un peu fait un transfert en fait. Il fallait que je sois parfait aux yeux de mes parents. J'ai voulu être parfait dans la compétition et finalement, c'était la même problématique. Sauf que la compétition m'a quand même aidé à extérioriser cette énergie que j'avais et qui restait en moi. En fait. Donc, j'étais quelqu'un
plutôt sage et assez introverti. Et puis la compétition m'a permis d'exprimer quelque chose, donc ça m'a fait du bien. Voilà, mais il n'empêche que je vivais quand même au travers du regard des autres parce que mon ego, on va dire, se plaisait à gagner des courses et puis c'était la catastrophe quand je ne gagnais pas les courses. Donc, mais je ne connaissais que ça en fait, cette polarité, c'était soit à fond d'un côté, soit à fond de l'autre, mais pour moi il n'y avait pas il y avait pas de troisième voie en fait. Voilà. Ouais, pour situer, je te pose quelques questions hein, pour situer justement quand tu dis que c'était horrible quand tu gagnais pas. Alors là, on parle à quelle époque? Parce que tu as commencé à 9 ans, mais ça a duré jusqu'à quand cette Ça a duré jusqu'à ce que j'arrête la compétition, c'est-à-dire à 24 ans. D'accord. Et quand tu perdais ou je sais pas quand tu étais deuxième, troisième ou autre, il se passait quelque chose en toi? Tu peux décrire un peu ce que ça te faisait ou... Ouais, c'était une forme de colère avant tout envers moi-même, parce que je me sentais vraiment mauvais. Voilà, c'était une estime de moi qui était vraiment très très basse. Et pour contrer, enfin, une des réactions qu'on avait identifiées même avec Maud, c'était que je me mettais vraiment malade, mais malade pendant la course, c'est-à-dire que l'aviron est un sport très énergétique, très complet et sur un effort vraiment très important. Sur plusieurs minutes, je finissais à plus pouvoir bouger pendant un bon moment, à vomir. Enfin bon, voilà, c'était terrible en fait. Je cherchais vraiment. Et pourquoi? Parce que il fallait absolument que je gagne. C'était impensable pour moi de ne pas gagner. On va dire. On a gagné pas mal quand j'étais jeune, non pas par des capacités que j'avais, mais physiques, pas plus que ça, mais aussi et surtout par cette rage que j'avais. Voilà. Donc quand je perdais, c'était tellement inconcevable de perdre que ça me mettait dans des états qui sont difficiles à décrire. Pascal, Oui. est-ce que tu as pointé éventuellement que la compétition et le besoin de gagner pouvaient être un exutoire pour toi par rapport à la frustration et au contrôle que tu vivais dans ta vie familiale? Ça, je l'ai pointé parce que, étant donné que quand je n'avais pas le droit à la colère, en fait. Donc, dès qu'il y avait un mot qui est plus haut que l'autre, quelque chose qui dérangeait, que je m'énervais, vu que cette colère n'était pas accueillie, mais qu'elle était plutôt rabrouée, en fait, et bien, moi, je contenais ça et, je l'ai gardé. Et quand j'ai découvert la compétition, et ça, c'était complètement sorti, en fait. Donc oui, ça a été un exutoire pour répondre à ta question et ça m'a fait du bien dans un premier temps. Même si ce n'était pas la solution, ça a été une étape intermédiaire, ça a été une expérience vraiment intéressante que de rentrer dans la compétition. Voilà. Et j'ai toujours cherché à faire plus, c'est-à-dire que j'avais une frustration parce que mes parents, ils voulaient pas que je m'entraîne trop parce qu'il y avait l'école, etc. Donc, qui est une autre forme de compétition, hein, parce qu'il fallait être le meilleur à l'école et pour eux, la compétition sportive n'allait pas m'amener grand-chose pour ma carrière. Voilà, sauf qu'ils étaient quand même, eux, dans la compétition. Et c'est une autre forme de compétition. Mais pour eux, la compétition sportive n'était pas importante du tout. Et j'ai cherché toujours à faire de plus en plus jusqu'à donc vouloir entrer en équipe de France, vouloir faire du haut niveau, ce que j'ai fait. Pas à très haut niveau, mais j'ai atteint le statut de sportif de haut niveau. Donc, vous voyez, le statut, hein, c'est l'ego qui parle. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est reconnu. C'est ce que je voulais, de toute façon, à l'époque. Hein. Donc, cet exutoire, ça a duré quand même un bon moment parce que j'ai été coupé de mes émotions pendant les 25 premières années de ma vie. Je ne pouvais pas exprimer une émotion. Je ne savais même pas ce que c'était une émotion. Même si je les vivais, il y a des choses qui sortaient, je ne comprenais pas en fait.
C'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, déjà, je peux noter un point personnel parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait que cette semaine, j'ai eu un comportement colérique. Et tu vois, là, tu parles de colère et ça me fait penser effectivement à des choses aussi de mon côté. Tu vois, moi, c'était un peu différent, mon enfance. J'exprimais mes colères, mais mes parents, en fait, ils écoutaient pas. C'est-à-dire, ils me laissaient m'énerver. Et donc, j'ai l'impression qu'ils avaient rien compris. Donc, je m'énervais encore plus, toi. Alors que toi, tu les exprimais pas du tout, ce qui, effectivement, doit être aussi, tout aussi difficile. Mais ce que je note aussi dans ce que tu viens de dire, tu dis, j'étais coupé de mes émotions. Ça veut dire que bon, en fait, tu mettais tout dans le sport, dans le physique, et il n'y avait pas de contact avec ton corps émotionnel. C'est ça, un petit peu ça que tu veux dire? T'écoutais pas ce Ouais. qui qui se passait à l'intérieur, quoi. C'est surtout ça, c'est que j'arrivais pas à identifier et à faire le lien entre mon corps mental et on va dire mon corps émotionnel. Et puis dans ma tête, enfin, il n'existait que la partie mentale et la partie physique. Alors imaginez, on va parler de conscience, notre conscience supérieure. C'est voilà, c'est même si ça m'a toujours titillé parce que j'ai toujours été en recherche de vérité. Donc, je me suis toujours demandé ce que je faisais là, comment je fonctionnais, etc. Et ce sont des choses que j'ai découvertes petit à petit. Mais jusqu'à 24-25 ans, j'avais une idée de mon fonctionnement, du fonctionnement de l'humain, et qui était très très réduite. En fait. Et comment tu as découvert vraiment, du coup, en personocratia, ou je veux dire, de manière générale, qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a fait qu'il y a eu cet élan peut-être intérieur où tu as dit, ça suffit, quoi, c'est plus possible? Ça a été petit à petit, en fait. Il y a eu plusieurs situations et comme par hasard, je dirais, ces situations, c'est toujours les plus douloureuses qui m'ont fait sortir, en fait, de mes gonds. Donc, je me souviens d'une fois où on espérait être champion de France et on a fait 4e, et c'était une grosse défaite, grosse déception. Ça a été la plus grosse, je pense, parce que c'est la première fois qu'on pouvait avoir une chance d'accéder à un podium. Et je me souviens de mon père qui disait, tous les parents disaient, ah, il va pas falloir leur parler, ils sont pas bien, etc. Puis il y a mon qui est venu nous voir et qui a dit, ouais, bah, c'est bien quand même ce que vous avez fait, vous ferez mieux l'année prochaine, etc. Et j'avais trouvé ça finalement assez chouette. Le fait qu'ils le disent de cette manière-là, donc qu'ils relativisent la performance. Donc ça a été un questionnement après pour moi plus tard, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. C'est quoi? C'est une médaille que tu as autour du cou, une médaille, un t-shirt, et finalement, ce sont quoi des honneurs? Qu'est-ce que tu attendais par rapport à ça? Donc ça m'a vachement fait réfléchir. Donc ça a été, on va dire, une des choses, voilà. Et puis toutes les rencontres que j'ai pu faire dans le domaine du sport ou extérieur, où petit à petit, en fait, je me suis dit quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de ma vie? Voilà, des formations que j'ai pu faire jusqu'à découvrir Personocratia il n'y a pas si longtemps que ça. Maud m'en avait déjà parlé il y a 3 ou 4 ans. Et puis finalement, ça fait moins d'un an que j'ai lu en fait les livres pendant le confinement de Personocratia, pour tout dire. Voilà. Alors ça résonnait beaucoup, et puis j'ai pu recouper avec des choses que j'avais découvertes avant, qui sont finalement très proches, même si c'est pas toujours les mêmes termes qui sont utilisés. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement apprécié Personocratia parce que ce terme justement de souveraineté, je l'ai vraiment intégré à ce moment-là. Que je me suis rendu compte que j'étais pas souverain et que même dans la compétition, je n'étais pas souverain. Parce que je voulais gagner, je voulais avoir le dessus sur les autres. Donc finalement, c'était le regard des autres qui comptait. Tout comme c'était le regard de mes parents qui comptait pour que je sois parfait pour leur plaire et pour éviter finalement d'être puni. Voilà. Alors avec le recul, je me dis, mais mes parents, voilà, ils ont joué ce rôle parce que j'avais besoin d'expérimenter ça. La compétition, j'ai expérimenté ça d'une manière extrême.
j'ai été aussi en équipe de France et mon ego était gonflé quand j'avais la combinaison tricolore, etc. Et puis au final, j'en suis sorti. Je me suis dit, mais quel est le sens de tout ça? Ça sert à quoi de vouloir briller, d'être en bleu, blanc, rouge, etc. Voilà, donc c'est vraiment des questionnements qui sont arrivés parce qu'au fond de moi, je n'avais pas de satisfaction réelle au final. Quand j'ai commencé à vraiment m'écouter à partir de 25 ans, j'ai découvert la communication non violente. Le premier bouquin que j'ai lu, c'était sur la communication non violente. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a ce côté émotionnel, savoir s'exprimer, savoir ressentir et reconnaître ce que j'ai en moi. Et quand j'ai vraiment appris à reconnaître ce que j'avais en moi, je me suis rendu compte que tout cet aspect paraître était vraiment une façade. C'était juste une façade. Et que moi, pendant des années, j'ai travaillé juste cette façade au lieu de travailler la partie profonde de moi-même. Donc, il m'a fallu du temps pour la découvrir. Et puis, là, je suis en chemin vers toujours plus d'authenticité, même si je pense que c'est un chemin de toute une vie. Ok, non, merci Pascal. On va y revenir peut-être un peu plus en détail, peut-être un petit peu plus tard ou en fonction des différentes questions. Moi, effectivement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est effectivement ces notions de colère et puis d'être coupé de ton ressenti aussi qui me paraissent vraiment intéressantes. Bon, d'ailleurs, on le sait très bien, mais bon, c'est une preuve de plus que l'objectif du système à travers le mode éducatif, la compétition, etc., c'est bien de couper les gens de leur vraie nature, ou en tout cas de les distraire, hein, et puis de mettre des pansements sur les choses, parce que tu l'as dit par rapport à tes parents et la colère, ça ne règle pas les choses. Et puis ce que tu disais, Maud, c'est un exutoire finalement, mais le problème, il est toujours là derrière, évidemment. Hein. Je vais chercher, partager l'écran pour mettre donc cette image. Vous la voyez bien? Oui. Oui. Ok. Donc là, c'est un poster relativement et volontairement simpliste, hein, qu'on appelle l'iceberg, c'est-à-dire justement où il y a ce qu'on voit, mais il y a surtout ce qu'on voit pas. C'est pour reprendre un petit peu justement l'idée des choses dont on n'a pas forcément conscience. Alors, à l'intérieur de nous, et notamment les gens qui sont dans le domaine thérapeutique, ils savent qu'il peut y avoir des découpages un petit peu plus fins. Mais en gros, effectivement, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est que le corps physique. Hein. Et puis, on sait très bien aujourd'hui d'ailleurs que le système pousse à ce qu'on ne s'occupe que de celui-là. Le souci, c'est que il y a d'autres parties de nous derrière, et la partie dont parlait Pascal, évidemment, vitale, donc qui englobe tout ce qui est émotionnel, énergétique, donc qui est vraiment hyper, hyper important. Et on en a parlé lors de la dernière émission quand on parlait du chien fou. C'est cette partie justement qui est capable un peu de partir dans tous les sens, et puis aussi d'orienter notre mental dans des directions qui ne sont pas forcément plaisantes. Et puis, bien sûr, on a une partie en noir qui schématise ce qu'on appelle le mur de la séparation. Hein. Et puis en dessous, on a l'âme avec l'esprit. Donc ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard ou une autre fois. Mais c'est juste pour bien se remettre en mémoire, effectivement, comment ça fonctionne. Et puis se rappeler surtout que ce qui existe, c'est surtout ce qu'on ne voit pas. Exactement. Moi, ça me fait penser, quand je vois ça, aux athlètes de très haut niveau qui, pour une partie, par exemple aux États-Unis, sont programmés mentalement en mind control et donc ont des personnalités fragmentées de façon à que toute l'énergie aille sur la performance physique, c'est-à-dire les états dissociatifs et personnalités multiples font que toute l'énergie va converger vers le corps physique. Et même des personnes qui ne sont pas que pour le sport, en mind control, aussi sont programmés pour être très très endurants physiquement ou avoir des capacités exceptionnelles. Donc la fragmentation de la personne est vraiment souhaitée par le système et ça commence dès l'école. Par exemple, fragmenter les horaires, 1 heure maths, 1 heure physique, 1 heure géographie, tac, tac, ça fragmente. Et on s'arrête d'être dans une certaine énergie quand ça sonne. Voilà, le fait de morceler, déjà, ça commence là.
Ouais, tout à fait. Puis je rajoute que justement, tout ce mind control, donc tous les manipulations mentales qui peuvent exister, qui effectivement se font dans tous les domaines, éducation, sport, militaire, bien sûr, et tout ce qu'on peut imaginer. En fait, tout ça, c'est possible parce que justement, on a ce mur de séparation entre le mental et puis la conscience divine, l'esprit. À partir du moment où on se reconnecte, évidemment, ça s'arrête. Et donc, c'est pour ça que et même si c'est ces autorités extérieures qui font ça, c'est vraiment important de se rappeler que ça part au départ effectivement du fait que notre mental il est un petit peu perdu et donc il va prendre, il va accepter certaines influences ou comme tu l'as dit tout à l'heure Pascal, de partir peut-être dans certains exutoires pour mettre un pansement sur quelque chose, pour ne pas penser, pour pas avoir ses ressentis, etc. Si je pourrais ajouter aussi, j'ai ce poster, c'est clair que je le vois depuis des années et c'est intéressant que quand tu l'as placé là, et je voudrais te demander pour le laisser là pour un petit bout, mais tu l'as fait, alors c'est bien. Je pensais justement l'interrompre, mais moi je vais le laisser. Non, non. Pour moi, c'est intéressant comment un moment vient et tout d'un coup, on est touché par quelque chose qui paraît pas important, mais regardez, le corps vital est en rouge. Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que le corps vital rouge, c'est une partie si grande, si importante, et c'est en rouge. Alors, ça m'a vraiment touché aujourd'hui. L'autre chose que je veux mentionner est ce que, encore tu as dit, David, le mur qui est si important qu'on ne connaît pas, mais dans mes discussions maintenant avec la famille, je vais juste laisser ça en famille, et je utilise le mur comme un exemple pour discuter, parce que tant qu'il y a le mur, même s'il y a les arbres derrière, et on parlait de ce schéma de niveau de conscience, alors il y a des arbres en arrière du mur. Mais si je parle à quelqu'un qui voit seulement le mur, c'est impossible de parler des arbres. Alors, les émotions qui sont cachées, le rouge, le grand rouge qui est caché, et il y a combien de personnes qui comprennent absolument rien de ça, et surtout les thérapeutes qui se pensent connaître les choses, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les sessions thérapeutiques, mais si tu es en dépression, la chose à faire, c'est de juste le taper avec des médicaments, ça c'est l'idéal. Parce que si tu le tapes avec des médicaments, c'est une impossibilité d'aller gratter dans les émotions, dans le rouge, dans le mental ou n'importe quoi. Même, alors c'est le meilleur, de taper et de recouvrir les émotions et de ne pas aller là. Et c'est vraiment un système qui a créé ça à la perfection. Bon, c'est ce que je voulais. D'ailleurs, Pascal, tu pourras peut-être corroborer que quand on fait du sport de façon intensive, vraiment, il y a vraiment un gros besoin de faire du sport. Et il y a je crois que c'est de l'endorphine ou des sécrétions qui font du bien, en fait, hein, qui rendent de plus en plus accro. Tu as des éléments là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, ces hormones qui sont, il y a l'endorphine qui est sécrétée par le corps, souvent après, à l'issue de l'entraînement, en fait, où on se sent bien, on a une sensation de bien-être, en fait, qui vient un petit peu compenser ces douleurs physiques qu'on peut avoir. Il y a aussi tout ce qui est adrénaline, en fait, l'adrénaline qui est sécrétée dans notre corps, parce que quand on vit des émotions fortes, on a des poussées d'adrénaline. Donc, c'est ce qui fait que certains sont accros au sport longtemps et sont accros aussi à cette adrénaline, cette image qu'ils ont. Donc, les sportifs de très haut niveau, et on voit pas que dans le sport, on met tous les gens qui sont célèbres et qui vivent des choses très importantes, très au niveau émotionnel, ont cette dose d'adrénaline. Et quand leur carrière se termine, parce que dans le sport, la carrière se termine relativement tôt, eh bien, souvent, il y a une forme de dépression parce que on est toujours en recherche d'adrénaline. Donc, c'est là qu'on a des gens. Alors, si en plus, c'était des sportifs qui étaient sur des conduites déviantes et dopantes,
c'est des gens qui vont très rapidement passer dans la toxicomanie. Donc, voilà, c'est ce qui explique cela. Et puis, par rapport à ces trois corps-là, ce que je trouve vraiment intéressant pour faire le parallèle avec ce schéma, moi, j'ai vu une psychologue qui faisait des recrutements pour des sportifs de haut niveau, donc dans un autre sport que l'aviron, et qui expliquait qu'elle recrutait non seulement donc, sur certains paramètres physiques et biométriques, etc. Donc, on pourrait penser que ce sont les paramètres principaux de recrutement, mais non, en fait, elle recrutait sur les blessures qu'ils pouvaient avoir. Les blessures notamment au niveau émotionnel. Et elle posait des questions comme si tu n'avais plus ce sport-là dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Et s'il y en a qui disaient mais moi je ne pourrais pas vivre sans ce sport. Elle recrutait en priorité les gens qui étaient comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle disait les gens allaient mettre de l'énergie dans le sport pour combler une blessure, chose que j'ai un petit peu faite moi. Donc, si on veut combler une blessure au travers d'une pratique, on va mettre beaucoup plus d'énergie dans cette pratique. Ça ne veut pas dire qu'on va aider la personne à s'équilibrer. Au contraire, ça veut dire qu'on va utiliser cette personne pour justement être performante dans un sport. Donc, finalement, ça sert encore un système et on est encore tourné vers l'extérieur. Wow! J'ai vraiment bien aimé ton explication, Pascal. Ça m'a touché immédiatement quand tu as dit cette énergie qui est poussée pour, c'est pas pour aider la personne, pas du tout, c'est pour prendre cette énergie, la cibler en direction pour de la performance. Bien sûr. Et ça, on le retrouve aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il existe aussi des formations en préparation mentale. Moi, j'ai jamais été attiré par ça. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de formations sur la relation humaine, mais pas sur les dynamiques d'équipe. Mais la préparation mentale à proprement parler, je me suis rendu compte. Alors, j'ai quand même fait une formation en PNL assez poussée. Et la PNL, programmation neurolinguistique, est l'outil principal utilisé en préparation mentale. Mais je n'ai pas fait de formation en prépa mentale à proprement parler. Mais ça reste une programmation aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va programmer le comportement de la personne pour qu'elle soit très performante. Alors, Maud, tu parlais du corps physique, parce qu'il peut y avoir de la programmation pour rendre le corps physique plus fort, mais c'est valable aussi sur les trois corps finalement. Parce que quand on va faire du tir, il va falloir être précis et la dimension physique est beaucoup moins importante. On tire à l'arc, par exemple, ou on tire à la carabine. Mais on trouve finalement ces fragmentations, on les retrouve sur les trois corps et avec une dominante sur un des trois corps selon les sports. En fait. Ah, justement, Pascal, qu'est-ce qui fait à ton avis, et peut-être aussi par rapport à ton vécu, qu'est-ce qui fait que on est, parce que j'entends ce que tu dis, c'est quelque part on est victime un peu de tout système. Alors, à quel moment, en tout cas, ou pour toi, ou comment, qu'est-ce qui fait que justement on arrête d'être sous influence, quoi? C'est une prise de décision personnelle et je dirais radicale. Donc, suite à certaines choses qu'on ne veut plus vivre. Alors après, selon les personnes, ça peut être différent. Moi, ça a été une succession d'événements, donc il n'y en a pas forcément un, mais c'est le sens vraiment de la compétition. Parce qu'on peut vraiment faire le parallèle avec la société, puisque le sport est vraiment pour moi, un reflet de ce qu'on vit dans notre société, c'est-à-dire une société de compétition. Et moi, une grosse prise de conscience pour répondre à ta question, c'était vraiment quand je suis gagnant, je fabrique des perdants. Donc moi gagnant, ok, je vais faire en sorte pour gagner que l'autre perde. Donc ça fait vachement réfléchir. Ça ne veut pas dire que quelque part, je veux dire, on reste aussi dans un cadre normé. Donc, c'est un moindre mal quand on est sur un sport de compétition qui n'est pas à très haut niveau. Parce que quand on gagne, quand on perd, on peut toujours en retirer quelque chose. Voilà. Mais moi, ce qui me chagrinait vraiment, c'était quand je voyais des comportements qui voulaient absolument faire perdre les autres. Donc, c'est de l'ego, quoi. C'est du dominant-dominé. Et que quand je vois ça, et j'ai fait le parallèle aussi avec
avec notre société, puis avec ce qu'on vit en ce moment aussi par rapport à cette crise, où on est complètement dans de la compétition et dans du dominant-dominé. Moi, je me dis, ça me pousse parce que je ne suis dans le confort dans aucune des deux positions, ni dominant ni dominé, donc ça me pousse à trouver une troisième voie. Et cette troisième voie, je l'ai vraiment trouvée aussi au travers de Personocratia, c'est savoir qui je suis, quoi. Et que c'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui crée ce monde, et c'est moi qui crée cette relation dominant-dominé. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, ok, je sors de ce jeu. J'ai envie de sortir de ce jeu, de dominant-dominé. C'est important ce que tu viens de sortir de ce jeu, oui, parce que justement, il y a pas. Tu parlais tout à l'heure gagnant-perdant, et je me disais dans ma tête, mais c'est quoi une relation gagnant-gagnant? Bah, si je donne la priorité à l'extérieur, il n'y en a pas, parce qu'il y en a un des deux qui doit gagner. Même si on fait croire que c'est de la collaboration, que oui, on est dans un compromis, etc. Au final, non, c'est pas, ça peut pas me remplir à l'intérieur, j'ai l'impression en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, Maud, Tatiana? Oui, il y a toujours une séparation, en fait. Je Ouais. donne priorité à l'extérieur, j'agis en fonction de l'extérieur, donc je nourris ma séparation. Donc ça crée un conflit et ça va générer des problèmes. Pourquoi il y a plein de gens, sincèrement, de bonne volonté, qui veulent faire des groupes pour transformer les choses, et pourquoi il y en a autant qui viennent, qui partent, où ça fleurit et ça flétrit aussi vite? Parce qu'il manque l'autorité intérieure. C'est radical, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Ben oui, je crée ma réalité, donc je vois tout de suite comment ça se passe avec l'autre ou les autres, hein. Ça ne triche pas, hein. Boum. Pascal, il me semble que tu es encore dans le milieu de l'aviron au niveau pro actuellement. Et comment tu le vis? Parce que tu as une conscience différente. Et il y a quand même un milieu de Ouais, compétition. ça fait 16 ans que je travaille dans l'aviron, en fait, à la fédération. Donc, je suis de l'autre côté, à la fois sur des postes d'entraîneur, de formateur. Et puis, vu que mon évolution, elle s'est faite petit à petit, je ressens de plus en plus de décalage avec cette notion de compétition. J'ai expérimenté l'entraînement à haut niveau. Je me suis rendu compte vraiment à l'extrême de ce que ça pouvait faire d'entraîner des gens qui voulaient briller. Voilà. Et puis moi qui voulais aussi briller au travers de leur performance. Et j'ai vu que enfin, je dis ça, ça m'aurait plu au début, mais au moment où je l'ai fait, j'étais déjà plus dans ce registre-là. Donc j'ai vu que ça me correspondait pas. Et du coup, je suis parti plutôt dans la formation. Je me suis réfugié en quelque sorte dans la formation puisque il n'y a pas cette compétition entre les entraîneurs non plus, parce que à la fédération, le Graal, c'est d'être entraîneur d'un bateau champion olympique. Ils sont mieux rémunérés, etc. Donc c'est un peu la course, c'est la pyramide, hein, tout simplement. Moi, j'avais pas envie d'être dans cette pyramide. J'ai voulu instinctivement en fait sortir de cette pyramide. J'étais pas à l'aise. J'étais tiraillé tout le temps à me dire mais c'est quoi cette compétition qu'on a entre nous où il faut toujours prouver qu'on est meilleur que l'autre. Ça me saoulait. J'en avais marre en fait. J'en avais vraiment marre. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai développé des formations. Et là, j'avais carte blanche pour développer des formations sur la relation humaine, sur les dynamiques d'équipe. Et ça a été comme une bouffée d'oxygène parce que j'avais carte blanche en fait là-dessus. Et c'est là où j'ai voulu rentrer plein pot dans ma souveraineté en m'affirmant et en mettant en place des formations auxquelles au début personne ne croyait et qui finalement ont plu. Voilà. Et puis maintenant, j'interviens sur ces formations d'une manière beaucoup plus récurrente. Donc, ces formations, je peux en parler rapidement, ça a été un déclic pour moi, puisqu'elles sortent complètement de la notion de compétition. Et c'est en ce sens-là où moi, je m'y retrouve. Alors Pascal, Oui. je pense que ouais,
ou plutôt de rentrer dans le détail. Enfin, en tout cas, moi, ce Oui. qui m'intéresserait serait de savoir justement. Donc, j'ai bien compris que tu as adapté entre guillemets pour que ce soit plus confortable aujourd'hui pour toi, mais tu restes quand même dans un système. Bon, déjà, tu es employé, j'imagine. Ouais. Donc, il y a encore des contraintes, certainement des comptes à rendre, etc. Comment tu vis aujourd'hui, tu vois, et avec ce qui se passe en plus, avec la crise sanitaire, etc. Bizarrement, je le vis plutôt bien parce que même si je suis pas que salarié, je suis fonctionnaire aussi, hein. Je suis fonctionnaire d'État, mais j'ai j'ai une grande liberté en fait dans l'organisation de mon job. Euh, donc, je travaille beaucoup à domicile, j'organise les choses, j'organise des stages. Alors oui, il y a des contraintes. La semaine prochaine, je vais partir en stage. Il y aura des contraintes. J'en ai fait aussi au mois d'août, les contraintes de masque, les contraintes drastiques où il serre encore de plus en plus la vis. Et c'est difficile parce que ça vient me chercher, hein. Parce que j'ai pas du tout envie de mettre ce masque. Alors attention, hein, je l'ai déjà mis le masque parce que je n'avais pas trop le choix et notamment quand j'étais en stage, il fallait se promener dans les couloirs. On, on le mettait parce que c'était la règle. Après, j'ai jamais embêté un jeune parce qu'il mettait pas son masque. Mais moi, je le vis quand même relativement bien parce que j'y vais par essai-erreur. Et je peux peut-être donner un exemple qui est d'une réunion que j'ai faite en début de semaine et dans un cadre très institutionnel et reçu par, dans une institution, je ne vais pas la nommer, où bien entendu, c'est obligé de mettre le masque et puis il est marqué à l'entrée qu'il faut mettre le masque, etc. J'étais en réunion et puis j'avais la boule au ventre avant d'y aller. Je n'avais pas envie de faire 2 heures de réunion avec un masque. Et c'est là où j'ai dit, mais je le donne à mon âme, je la donne à mon âme, cette situation. J'ai vraiment dit ça comme ça. Donc, je me suis inspiré de ce que Maud, des outils que Maud a pu me transmettre aussi. Et puis après, j'ai lâché et puis j'y suis allé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu plein de gens avec les masques. Et puis, mon collègue que j'avais amené, il a dit aux autres, oh, vous n'allez pas mettre le masque non plus là. Et puis, je suis rentré avec lui sans masque et tout le monde a gardé son masque pendant 2 heures, sauf mon collègue et moi. Et finalement, personne n'a rien osé dire. Alors, j'ai cherché je gardais cette vibration haute en plaisantant, en étant dans, dans la bonne humeur et dans la joie. Et au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai l'impression que tout est comme ça, où c'est au cas par cas, étape par étape, où, voilà, sur des formations également, les étudiants, j'ai été très clair avec eux et eux, ils ne le mettent pas non plus et moi non plus. Voilà, parce que je veux garder moi ma souveraineté par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne le mettrai pas du tout, quoi, après. Je ne sais pas si ça répond vraiment. On fait tourner un petit peu la parole. Est-ce que, Maud, Tatiana, est-ce qu'on reste sur ce sujet? Est-ce qu'on part sur autre chose? Tatiana, tu n'as pas beaucoup entendu? Oui, je vais essayer d'ajouter quelque chose sur le sujet d'avant. J'ai fait la note et je n'ai pas pu dire, je ne sais pas en tout cas, sur l'Olympique, sur les Olympiques, ce qui me touche à moi, c'est que moi aussi, je sors d'une famille très orientée dans la compétition, le sport, et il y a des personnes qui se sont rendues très haut dans la famille. Et ça continue. Et ce qui se passe maintenant, ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu parler, parce que je ne suis pas en contact direct, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. Ils ne peuvent pas s'entraîner à cause du masque, à cause du COVID. Alors, toute cette mentalité que tu parles, que tu présentais, Pascal, c'est de monter et d'aller jusqu'aux Olympiques et la performance et d'être sur le podium et de gagner les médailles. Mais tout ça, tout cet effort de vie, pas seulement des parents
qui conduisent leur enfant aux activités chaque semaine pour l'entraînement. Tout cet effort s'est coupé avec la crise. Mais je me demande, j'ai pas eu la chance de parler avec eux, ils passent à travers cette dépression, je pense que tu as utilisé ce mot, cette dépression parce que ma vie est en train de s'effondrer. Toutes les idées que j'avais, j'allais en cette direction et tout d'un coup, c'est plus là. Moi, dans mon opinion, on va plus voir les Olympiques. Je ne vois pas comment on va voir les Olympiques. Alors, j'imagine toutes ces personnes qui sont en compétition à ce niveau, cette énergie qui est mise, tout s'effondre devant toi. Comment ils se sentent? C'est quelque chose de très grand. Et c'est intéressant. Mais pour revenir à ce que tu dis, Pascal, que tu restes encore attaché à plusieurs choses et gérer ces choses, c'est pas évident. Alors, c'est intéressant d'écouter parce que moi, j'ai pas à gérer toutes ces choses-là maintenant dans ma vie. Mais comme tu dis, chaque personne a son cheminement et chaque personne doit faire son cheminement. Moi, ça m'amène aussi, merci Tatiana, ça m'amène aussi à ça, c'est que finalement, on n'est pas obligé de quitter tous les systèmes et de tout changer dans sa vie en une seconde, quoi, ou en une heure ou en un jour. Et de toute façon, même ce serait pas possible. Et puis au contraire, des fois, ce qu'on a à faire, c'est à l'intérieur même de la structure dans laquelle on est. C'est ça que je posais la question à Pascal un peu sur comment il le vivait, parce que effectivement, le témoignage est intéressant de voir qu'on peut on peut développer en se changeant. Finalement, on change aussi la vibration et puis comment les gens sont autour de nous et puis les projets qu'on peut avoir, etc. Donc, il y a, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle sur ce chemin. C'est vraiment ce que ça dit à l'intérieur. Oui. La compétition, ça m'interpelle beaucoup finalement sur la peur de manquer. Parce que si je suis première, ne fût-ce imaginez un truc, même, je l'ai déjà pensé ça, si je vais tôt chez le marchand de légumes, j'aurai le meilleur choix de légumes, j'aurai les plus frais, etc. Et donc, il faut y aller en premier. Donc, cette compétition, d'être en premier, c'est vraiment l'animalité et la peur de manquer. Et ça appelle toujours là-dedans. Et cette compétition, elle est là pour nous maintenir vraiment dans la croyance de pénurie et l'animalité, vraiment dans le côté instinctif et pas intuitif, et plutôt avec des élaborations intellectuelles et pas conscientes, ou dans la force physique, plutôt que dans l'écoute de soi. Et il y a vraiment ces séparations sur lesquelles moi je peux me voir plusieurs fois par jour quand même. Et je voudrais ajouter, Maud, oui, on a parlé avant, il y avait un autre schéma que je me rappelle, où ce qu'on est dans le niveau de la pyramide émotionnelle. Et je n'ai pas pensé que j'étais en effet en ce moment dans le bas, dans la survie. Toute ma vie, j'étais pas centrée dans ce niveau de survie. Et après nos discussions et après des choses qui se sont passées, merci, je me suis rendu compte qu'en effet, on peut gérer seulement ce qui est devant nous. Et ce qui est devant nous, si c'est un gros morceau, on doit le gérer. Et si on passe à travers, et ce morceau-là que j'ai passé à travers était plus haut, je ne me rends même pas compte que je n'ai pas géré les choses qui sont plus bas dans la pyramide. Et dans mon cas, la survie ressort en ce moment. Dans mon évolution de conscience, je suis dans la survie et c'est intéressant de noter ça parce que j'ai géré plusieurs autres personnalités égotiques et en ce moment, je suis dans la physiologie, dans le besoin, attachement, peur. Je suis en bas de la pyramide. C'est vraiment... Moi, je pensais que j'étais dans l'accomplissement, dans le jaune. Mais non, je suis dans le jaune, dans le rose.
Ouais, je crois qu'on enlève des couches et puis de temps en temps c'est un peu plus haut, de temps en temps c'est un peu plus bas. Ça dépend bien sûr les parties de nous qui réagissent, hein. Je sais pas toi Pascal, par rapport à tes exemples que tu donnais tout à l'heure, est-ce que c'était plus un petit peu, il y avait quoi l'appartenance aussi à un groupe aussi qui peut jouer aussi peut-être, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, d'appartenir à un groupe fait que euh, déjà, bah, pour moi, appartenir au groupe, c'est aussi une forme de séparation, mais c'est aussi une forme de rassurance. Je me sens mieux, mais finalement, je ne suis pas vraiment moi-même, tu vois. Je ne suis pas vraiment authentique, puisque à partir du moment où j'appartiens à ce groupe-là, il y a des règles dans ce groupe, des règles de fonctionnement, et je suis obligé un peu de me plier aux règles. Et le fait de me plier à ces règles fait que je ne suis pas vraiment moi-même, puisque je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, et, euh, et du coup, je ne serai pas authentique. Donc, pour moi, le vrai chemin, il est déjà, avant d'appartenir à un groupe, c'est vraiment savoir qui on est, soi-même, pour pouvoir être avec les autres dans le groupe. De l'intérieur vers l'extérieur, quoi. Et d'ailleurs, souvent les personnes, quand elles entendent parler un peu des gens en conscience, ils disent oui, mais bon, vous, ce que vous proposez, c'est l'anarchie. Alors que justement, bah, l'anarchie, c'est on veut plus du groupe. Et par contre, comme tu dis, me rappeler de qui je suis, ça, c'est pas la même chose. C'est j'ai un gouvernement, j'ai quelqu'un qui dirige, mais le patron, il est à l'intérieur, il est plus à l'extérieur. Mais c'est pas, ça part pas dans tous les sens. Il y a une direction, tu vois. Et effectivement, sinon, bah, le groupe en lui-même, comme on disait, ça va être juste une collection d'ego et donc ça va pas bien se passer. On va partir dans une dominant, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, ça existe très peu, voire pas encore sur notre planète, des groupes de personnes qui sont toutes authentiques. Euh, je, Personnellement, non. C'est pour ça que moi, dans mon boulot, je pars de cet aspect compétition pour justement aider les gens à se connaître un petit peu mieux. Et je serai qu'une personne sur leur chemin qui les aura peut-être ou pas aidés à découvrir qui ils sont pour aller vers plus d'authenticité. Mais partir de la compétition pour y aller petit à petit, je trouve que c'est une bonne méthode. Enfin, en tout cas, c'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant, qui n'est pas forcément parfaite. Mais là, encore une fois, j'ai plus envie de me focaliser sur le résultat à proprement parler, mais plus sur le processus, la démarche. Ah oui, tout à fait. C'est ça l'idée. Mais après, toi, j'ai une autre question aussi qui me restait sur la langue tout à l'heure, et c'est pas forcément que pour toi, Pascal, même si tu es de ce domaine-là, mais une question que je me pose quand même depuis longtemps. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les gens de regarder du sport? Alors, c'est les hommes qui regardent, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui regardent de plus en plus. Par exemple, quand je vois les gens regarder, je sais pas, de la Formule 1, le Tour de France, pour moi, c'est d'un ennui absolu. Alors, il y a des sports, bien sûr, qui m'intéressent plus que d'autres, mais même entre regarder une fois de temps en temps, ça va, mais on a l'impression que les gens, je sais pas, ils vivent une sorte de transfert à travers l'autre, parce que c'est pas juste un divertissement. Il me semble que ça va plus loin que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me parle au niveau de l'atavisme, l'identification à la nation. Par exemple, si Ah, on regardait basiquement le foot, les Français contre, je sais pas quoi, les Anglais, ouais. eh ben, tout de suite, il y a ce chauvinisme, ce nationalisme, et du coup, le mouton s'identifie vraiment au troupeau. Et puis, c'est un exutoire, là aussi, c'est que on peut projeter toute son agressivité, sa colère, sa frustration sur l'autre. C'est comme Oui. ça que je le vois. Aussi, je vois qu'à travers, quand je regarde un sport, euh, tu peux crier, tu peux sortir beaucoup de tes émotions en projetant. Quand tu es dans les spectateurs, tu es spectateur, mais tu projettes tes émotions. Alors, c'est encore un niveau où je ne gère pas ce qui se passe en moi. J'ignore ce qui se passe en moi parce que j'ai l'opportunité de
de me perdre dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça revient à la même chose quand tu regardes les émissions de télévision, tu te perds dans la vie, dans l'histoire de quelqu'un d'autre et tu t'identifies assis ou à cette personne ou à l'autre personne, tu vis à travers les autres. Tu ne te sens pas. C'est pour te décentrer. C'est toutes des méthodes qu'on a apprises dans notre vie pour se décentrer et pour se perdre. Exactement, ça fait une bulle. Par exemple, on a une journée difficile, on dit oh, je vais me détendre, je vais regarder un film. Exact. Oui. Créer une bulle d'autres choses, une fuite vraiment de ses émotions, de plein de choses. Et c'est vraiment c'est de la conso au final. Hein. Parce que si on regarde par exemple un match de foot ou quelque chose comme ça, bah, il va y avoir tous les à côté. Peut-être, allez, je suis peut-être dans le cliché, j'en sais rien, les chips, la bière, les copains. Le tuk-tuk là qui fait bubup, là je sais pas comment ça s'appelle, la corne, et après ça devient même, j'ai envie de dire, rituelique, avec une programmation que la personne au printemps, il sait qu'il a le championnat de ceci, cela, sa vie est rythmée par ça, ça lui donne une rassurance. Ouais, bon, quand j'entends ça, c'est toujours un petit peu cette tristesse qui revient. Enfin, tristesse, je sais plus si je dirais tristesse aujourd'hui, mais il y a encore quelque chose qui me touche, tu sais, de voir que bah, finalement, oui, c'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est un monde qui est totalement géré par j'ai envie de dire, notre machine, hein, ce corps qui est un peu, je sais pas comment je peux dire, biomécanique, toi, bioélectromagnétique, et qui finalement est totalement, bah voilà, s'il est passé au contrôle de l'âme, il part un petit peu dans tous les sens. Il rejoint effectivement comme tu disais, des troupeaux ou des idées même qui viennent pas de lui, toi. Et bah, c'est vrai que ça fait un bon électrochoc de voir ça un petit peu et puis de se dire qu'il faut être vraiment vigilant par rapport à tous ces fausses distractions, on va dire. Hein. Oui, puis je suis séparée de ma véritable autorité. Je n'ai pas encore la bascule complète dans mon âme, ou même pas, très peu, voilà, hein, pour certains. Et donc, séparation intérieure, et je veux voir la séparation à l'extérieur aussi. Oui, je la manifeste, bien sûr, par rapport à mon état de conscience. Mais tu sais, bah, tout à l'heure, ce que tu as dit aussi, Tatiana, moi, je me rappelle, j'aimais beaucoup le rugby il y a une trentaine d'années, enfin, même encore il y a 25 ans. Je me surprenais de voir des matchs de l'équipe de France où, à la fin, quand on perdait ou qu'on jouait mal, je me sentais mal. Alors qu'au début du match, j'étais content de regarder, mais à la fin, je me sentais hyper mal dans mon corps. Et après, je me posais la question, mais pourquoi je me sens mal? Parce qu'en fait, je m'en foutais complètement, finalement, tu vois. Et parce qu'effectivement, il y avait la partie de moi qui était partie rejoindre un petit peu ce troupeau. Je crois que tu as fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, Maud, sur l'ego collectif. Et bah, effectivement, ça génère des émotions vraiment très surprenantes. Ben oui, tu rejoins l'égrégore. Déjà, tu es connecté à l'égrégore de ceux qui aiment le rugby. À l'égrégore de l'équipe, etc., à l'égrégore du championnat. Donc, effectivement, si ils ont perdu, eh ben, tu es dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déception, baisse vibratoire, manipulation possible toujours. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe... Oh, pardon, Tatiana, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je vois quand tout est en train de s'effondrer. Avec COVID, avec cette crise, tout est en train de s'effondrer. Alors, tous ces systèmes, toutes ces émotions, c'est parfait, c'est absolument parfait, c'est nécessaire. Il faut détruire, pas détruire, tout le vieux, l'illusion doit disparaître complètement. Et la seule façon qu'on peut transformer et aller à quelque chose d'autre, c'est pour que le vieux disparaisse complètement. Et il n'y a pas de possibilité que ça disparaisse si on s'attache et on garde ce qui est et on essaie de le gérer, on essaie de faire, de garder n'importe quoi dans le vieux. C'est impossible. C'est impossible de passer à la prochaine étape. Alors, c'est pourquoi ça me fait du bien. Parce que, oui, c'est difficile de voir tout s'effondrer. C'est difficile de voir toute la souffrance qu'on va vivre à travers tout ce qui se passe. Mais c'est clair pour moi, c'est à 100% clair pour moi que c'est absolument nécessaire.
Bah, tu vois, ça revient à ce que je disais en début d'émission, parce que effectivement, finalement, ces colères ou ces émotions que je peux avoir en ce moment, c'est effectivement quand tu dis il faut que ça s'effondre, moi je dirais plutôt que ça va s'effondrer, c'est en train de s'effondrer, mais c'est en train de se détruire, comme tu disais, ou disparaître. Mais par contre, effectivement, le temps que ça prend, ça dépend encore de l'attachement que j'ai. Et puis, pour moi, je vois ça aussi un petit peu les colères. Alors, ça peut être les colères parce que ça va pas assez vite, mais qu'est-ce qui va pas assez vite? Souvent, c'est la partie de moi qui va encore rester attachée ou qui dit, OK, tout c'est cool, c'est bien, mais moi, il faut quand même que je garde un peu mon petit confort. Et moi, je veux vite, je veux toujours vite. Oui, en plus. Et c'est pour ça que quand je regarde tout ça, que d'un côté, c'est plaisant qu'il y a des choses qui se passent, mais de l'autre côté, ça ne se détruit pas assez vite. Pascal, c'est peut-être pas évident pour toi d'être de ce fait dans cette position d'employé d'État, dans un système compétitif. Par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu ressens? C'est pas évident. Néanmoins, je suis pas forcément mal à l'aise. En fait, bizarrement, j'ai toujours été plus à l'aise. Enfin, pas plus à l'aise. J'ai souvent été plus, enclin à l'action dans le chaos. Et aujourd'hui, ça devient chaotique, même au sein de mon travail. Je ne vais pas vous donner les détails, mais effectivement, le monde du sport, il est bousculé. Tatiana l'a très bien dit. Donc, c'est le chaos. Donc, on essaye de rattraper quand même certaines choses et de mettre en place des stages, des compétitions, malgré toutes ces contraintes. Mais à un moment donné, on sent bien qu'il y a des choses qui sont inéluctables et qui nous poussent un peu vers une nouvelle réflexion. Et moi, en fait, ce qui me met de l'énergie, c'est d'avoir cette nouvelle réflexion, c'est d'avoir des échanges avec des collègues que je trouve qui sont plutôt soit dans du fatalisme, soit vraiment à s'accrocher à de l'ancien. Et finalement, ni le fatalisme, j'ai l'impression, ni le faux optimisme qui est on va attendre que la période soit passée et puis ça ira mieux après. Chose à laquelle je ne crois pas du tout. Je pense que, comme tu dis très bien, David, c'est en train de s'effondrer de toute façon. Donc, finalement, moi, j'ai l'impression de naviguer sur cette nouvelle voie, à me dire, je prépare l'avenir, mais sur mon plan personnel, parce que je ne me vois pas toute ma vie dans ce métier. Et j'en suis arrivé à me poser des questions. Et en plus, David, c'est une de tes vidéos qui m'avait fait poser cette question, qui m'a aidé en tout cas, c'est le vaccin. Moi, étant fonctionnaire, si un jour on me dit il faut être vacciné pour continuer ton travail, ouais, j'ai un confort de vie là aujourd'hui. Mais ma position, elle est très claire. Je ne me ferai pas vacciner et quitte à perdre mon travail, même si j'ai 2 enfants. C'est tellement évident aujourd'hui, ça, voilà. Mais par contre, ça ne l'est pas forcément pour une grande majorité de mes collègues. Il y en a beaucoup qui attendent le vaccin pour retrouver la vie d'avant. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et oui, c'est ce que le système promet évidemment pour la sécurité du mouton et qu'il retrouve son petit confort. Mais n'empêche que, enfin, moi, je retiens ce que tu viens de dire aussi. Tu dis, tu te sens plus à l'aise dans le chaos et finalement, enfin, c'est cohérent, c'est logique. Parce que quand on monte en conscience, c'est ça en fait. C'est le chaos. Hein, on se réinvente finalement chaque journée. Et puis, on a peur du chaos, mais quand on arrête d'avoir peur, on se rend compte qu'au contraire, dans le chaos, tout est possible. On peut tout créer, tout imaginer, tout refaire, ne serait-ce que sa manière de vivre, sa manière de faire ses courses, sa manière de gagner de l'argent, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est déjà ce que tu as capté dans ton travail, même si c'est des conditions qui sont plus compliquées parce qu'évidemment, tu as des contraintes particulières liées à ton statut. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est vers ça qu'on va, c'est le chaos quotidien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Oui, c'est le chaos quotidien qui va continuer. Et c'est comme qu'il a dit, Pascal, je te remercie pour monter cette discussion sur le vaccin. C'est une ligne très claire pour quelques-uns de nous et c'est une ligne qui va
changer ta vie quand ça vient à ça pour toi, Pascal. Mais c'est absolument à 100% nécessaire et pour savoir et pour avoir cette confiance et pour le faire, pour dire je vais trouver la solution, je sais qu'il y a une solution et la solution n'est pas avec le vaccin, ça c'est clair, parce que le vaccin c'est l'enfer, c'est fini. Si tu choisis, si tu vas là, c'est fini. Tu n'as plus de possibilité de revenir. Pour Alors, moi, c'est le vraiment... vaccin, c'est ça, c'est vraiment, c'est abandonner le navire, le vaccin. Oui, oui. Et aujourd'hui, je sais que c'est inéluctable, c'est-à-dire que moi, je sais que je vais arriver à un point. Là, pour l'instant, je navigue et j'ai encore cette forme de confort, mais je sais que je vais arriver à un point où il va y avoir, ça va être tranché, il va y avoir un choix très clair à faire et que là, ma vie va changer. Je le sais au fond de moi, de toute façon. Donc finalement, tout est parfait. Donc ça, j'aime me le répéter, puisque voilà, j'aime me répéter aussi. Alors ça, c'est une phrase de David Icke qui dit « Je suis la conscience infinie qui vit une expérience qui s'appelle Pascal ». Et pour moi, ça remet vraiment les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que ce que je vis là actuellement, c'est du monde de l'illusion. C'est de l'illusion. Et je suis venu pour vivre cette illusion. Donc, vivons-la à fond, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je risque au final qu'est-ce que je risque? Je ne risque rien parce que de toute façon, je sais au plus profond de moi-même que je ne consens pas à ce vaccin. Alors, j'ai 2 enfants aussi, il faut que je gère. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'à la limite, j'ai plus peur pour eux que pour moi. Ça, c'est clair et net. Mais je sais très bien que la vie va m'amener vers des choix clairs. Et je sais aujourd'hui que, vu que je sais ce que je ne veux pas, et ben, je sais que ça va m'amener vers plus de souveraineté et vers qui je suis. Tu es l'exemple parfait. Tu es l'exemple parfait pour vivre cette expérience parce que tu as des enfants et tu as des enfants jeunes. Alors, c'est vraiment intéressant de t'écouter. Merci. C'est ce que je voulais dire, Tatiana, justement, un petit peu pour terminer sur cette émission, sur le sujet en tout cas, c'est que, bah oui, effectivement, c'est toujours ce cadeau. Hein. On voit bien à quel point cette crise sanitaire, elle nous pousse, comment on se crée, et je dis bien sûr aussi pour moi, bien sûr que déjà pour moi, comment je me crée des conditions évolutives, des conditions insupportables, étouffantes pour prendre les décisions que je sens depuis un moment. Et pour renforcer en tout cas ma capacité à prendre la décision côté âme, comme tu l'as dit Pascal, sinon c'est effectivement si j'accepte le vaccin, si j'accepte de vendre mon âme, bah, effectivement je quitte le navire et puis c'est fini quoi, c'est la fin du libre arbitre. Donc ça c'est sûr que pour toutes les personnes qui sont ouvertes à la souveraineté, c'est un choix qui va devenir de plus en plus évident, mais qui n'est pas facile. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets autour, en partant justement du témoignage de Pascal et on a été sur la colère. Là, il y a peut-être un sujet qui arrive pour d'autres émissions par rapport aux enfants, par rapport justement aux personnes de notre entourage, quelque chose qu'on pourra aborder une autre fois. Est-ce que vous avez simplement envie d'ajouter quelque chose pour, en général ou pour conclure ou quelque chose qui est encore vivant pour vous maintenant? Ça me fait du bien, ça me fait vraiment du bien que Pascal ait parlé du chaos et toi aussi tu as appuyé, David, parce que chaos égale peur pour moi et finalement d'entendre dans le chaos tout est possible, c'est la création, c'est la transformation, tout ça. Eh ben merci, ça me fait du bien. Moi aussi, comme je l'ai dit avant, ça me fait du bien. Premièrement, juste pour faire cette heure avec vous, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, avec Pascal, je te remercie de venir parce que tu as amené des sujets et une perspective qui est unique. Et alors, merci beaucoup. Merci.
Merci Tatiana. Oui, moi je trouve que ce qui me vient en conclusion, c'est l'envie de sortir de ce jeu de compétition, mais au niveau de la vie et de ma vie. Donc, il y a ma vie sur le plan personnel, où je ne veux plus être dans ces confrontations, à être meilleur que l'autre ou à lui montrer que j'ai raison ou à être sur un résultat. Ça ne m'intéresse plus, j'ai juste envie d'être, voilà, être moi-même, être authentique. Et ça, je trouve que voilà, ce genre d'émission et ce genre d'échange me conforte là-dedans. Ça, c'est clair. Puis après, il y a le niveau macroscopique où on se rend bien compte d'une compétition aussi. Et moi, j'ai vraiment fait ce parallèle entre le plan perso, où j'ai voulu sortir de cette dualité, et le plan macro, où finalement, on se rend bien compte de cette dualité. Le bien, le mal, ou alors l'état profond, et puis le sauveur qui est en train de contrer l'état profond. Donc finalement, en fait, on assiste à un match, une compétition qui est complètement orchestrée. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie, je me positionne en disant, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, et je ne cherche pas de sauveur à l'extérieur qui va vouloir gagner contre l'autre, parce que ça serait un moindre mal. Ça me conforte encore plus dans la recherche de vérité intérieure et de ma souveraineté. Ah ouais, tu as bien raison de pointer justement les deux aspects un peu microscopiques, macroscopiques, parce que c'est toujours ce qui se passe en fait, puisque c'est déjà à l'intérieur de moi que se passe cette compétition, cette guerre. Puis évidemment, je la manifeste à l'extérieur et puis je la manifeste dans tous ces systèmes qui, eux, ne font que refléter notre besoin justement d'être dans cette relation dominant-dominé. Moi, en tout cas, je pense vraiment, j'ai la certitude que quand ça va s'arrêter à l'intérieur de moi, je vais arrêter de le manifester, donc le monde extérieur aussi va changer. Et évidemment, comme disait Tatiana tout à l'heure, et pour conclure, je dirais que mon ego, il a envie que ça aille le plus vite possible. Mais je crois que ça prendra le temps que ça faudra, ça devra prendre pour que les peurs s'en aillent. Et ben, me concernant, il y en a encore quelques-unes. Et je le sens là, je sens que dans cette émission et aujourd'hui, j'étais un petit peu moins centré que d'habitude. Alors, merci Pascal aussi de ta présence parce que ça m'a permis de jouer un petit peu plus le rôle d'animateur. Donc ça m'a aidé aussi, et puis aussi merci d'avoir accepté de participer et de jouer ce rôle, parce que je sais que c'est pas facile de se mettre à nu, c'est pas facile d'aborder ce genre de sujet parce que mine de rien on s'expose, hein. Donc c'est pas anodin. Donc merci encore à toi et puis bien sûr à Tatiana et Maud pour cette émission bien encore riche de plein de partages et qui nous donne des idées pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis au revoir et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.